Ça marche plus ton truc, hein. Voilà. J'ai plein de slides, j'ai aucun plan. J'ai juste une collection de petites pages qui sont des petits rappels, des choses qu'on va voir ensemble. J'ai encore 2 fois plus d'idées que ce qui est marqué sur les slides, donc on va voir ce que ça va donner. Si au bout d'une demi-heure on n'a pas parcouru toutes les slides, je vais dire d'autres trucs. Si au bout d'une demi-heure on est encore sur 2 des slides, bon, on restera sur 2 des slides, ça va dépendre. Et on va essayer de faire un truc un peu interactif. Pourquoi je fais ça? C'est pas par flemme. J'ai longtemps réfléchi à comment je vais pouvoir mettre en place cette conf. J'ai eu beaucoup de mal à mettre en place un fil rouge, un fil directeur, et surtout à faire une sorte de tri topologique des notions. Je ne voyais pas comment vous présenter d'une manière linéaire toutes les notions, sans qu'à aucun moment j'ai besoin de vous dire « Attends, ça tu verras plus tard, je te l'explique après ». C'est pas possible, c'est du C++. Donc à la place, on a une collection de petites vignettes qui, j'espère, vous montreront des choses que vous n'avez pas spécialement vues de votre côté. Donc on va commencer tout de suite par la question assez universelle quand même. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on voudrait faire du C++? C'est vrai, vous le savez, c'est un langage qui est extrêmement polémiqué, extrêmement, et qui est très dur. Je déconne pas, moi je considère sincèrement qu'il doit y avoir 10 personnes dans le monde qui savent vraiment faire du C++. D'ailleurs, moi je considère que si un jour je dois faire des entretiens de recrutement, un truc en C++, je demanderai à quelqu'un de s'évaluer de 1 à 10. Et toute personne qui ose me mettre plus que 6, je le défonce. Je suis sincère. Donc aujourd'hui, on veut faire le C++ pour les choses que n'importe quel autre langage ne pourrait pas faire. C'est quand je veux de la haute performance, de la performance extrême. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le HPC, High Performance Computing. Et également, par corollaire, faible coût en puissance. Parce que de nos jours, on se dit oui, mais attends, mais la puissance, c'est bon, j'ai 35 cœurs, j'ai 12 000 Tera de RAM, j'ai je ne sais pas combien de disques durs, c'est bon, je m'en fous, je fais du Python, on est parti. Ou je fais du Java, je fais du C#. Maintenant, tu es sur ton petit mobile en embarqué. Et ben, une fois que tu as compris que moins tu travailles, plus tu économises de la batterie, tu vas voir que c'est super intéressant d'avoir un truc qui est très performant et qui surtout est natif et n'a pas l'overhead d'une machine virtuelle. Donc c'est en ce sens que le C++ a encore sa place aujourd'hui. Soit pour le calcul de haute performance, soit pour de l'embarquer, toujours à haute performance et pour économiser de la batterie. Si ces deux trucs ne vous intéressent pas, par pitié, ne faites pas de C++. C'est pas pour vous. Et je dis pas ça pour vous insulter en disant c'est pas de votre niveau, mais ça ne répond pas à votre problématique. Si vous en foutez des perfs, faites du Python. Votre moi futur vous remerciera. Mais là, vous allez juste vous tirer une balle. Un item que j'ai directement pompé de Effective C++ de Scott Meyers. À la fin, je vais donner une bibliographie de plein d'excellents bouquins qui m'a énormément aidé à comprendre à peu près ce bordel qu'est le C++. On vous dit toujours c'est un langage, il y a 1 milliard d'exceptions à toutes les règles qu'on donne, il y a plein de cas particuliers. Une manière très simple de se rappeler de ça, c'est de comprendre que le C++, il faut le voir comme une fédération de langages. Il y a 4 mini-langages qui vivent à l'intérieur. On a d'une part évidemment l'héritage du C, tout ce qui est des structs, les fonctions, les structures de contrôle, la totale. On a bien sûr toute la partie C avec des classes, donc vous allez avoir toute la notion d'héritage, de polymorphisme, de méthode virtuelle, c'est de faire des classes, c'est la totale. La STL est un bout du langage à part entière, donc je rappelle la STL, Standard Template Library, c'est un bout de la lib standard. Par barbarisme, parfois on va dire que la lib standard c'est la STL, c'est pas entièrement vrai. Typiquement le YoStream, les streams ne font pas partie de la STL. Oh, quelqu'un. Mais c'est à l'intérieur du monde de la STL qui est extrêmement complexe. Ils ont leurs propres règles qui sont parfois en désaccord avec les règles des autres trucs. Donc c'est très important de savoir d'être capable de se dire à tout moment dans quel langage, sous-langage je me trouve et quelles sont les règles qui obéissent. Bien sûr, le dernier, le template metaprogramming. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé par accident. Pour ceux qui savent, on a la possibilité de faire des templates qui à la base étaient juste là pour avoir de la généricité, d'avoir un conteneur générique où je pouvais mettre des entiers, des floats. On a ajouté des features et finalement on s'est rendu compte que c'était super puissant. Et par super puissant, on s'est rendu compte que c'était Turing complet. Alors qu'est-ce que ça veut dire Turing complet? Pour ceux qui ne se rappellent pas de leur cours, ça veut dire que ça pourrait faire tout ce qu'un autre langage Turing complet pourrait faire. C'est également se dire que c'est soumis au problème de l'arrêt, donc théoriquement, je ne peux pas prouver qu'une compilation C++ va se terminer. Parce qu'elle est soumise au problème de l'arrêt vu que son système de type est Turing complet. C'est pas juste pour vous faire peur, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement imbitable aussi. Mais si vous faites du C++ sérieusement, tôt ou tard, vous allez en rencontrer.
Donc le but, c'est pas spécialement de devenir un expert là-dedans, mais de savoir en reconnaître et pas prendre peur si vous voyez des mécanismes extrêmement compliqués. Juste ensuite un petit aperçu de ce qui va venir. Là, il y a environ une semaine, C++ 14 a été finalisé en tant que standard. On devrait compter, je pense, d'ici 2-3 ans pour que tous les vendeurs, tous les compilateurs supportent toutes les features. Il n'y a pas eu autant d'avancées que prévu. Il y a eu 2-3 bouts qu'ils ont été obligés de rejeter à C++ 17, notamment tout ce qui est std optional, les file systems. J'en parlerai un peu plus en détail. Mais il fallait comprendre que C++ 14, c'était une version mineure. Ils ont décidé de dire on alterne des versions majeures, des versions mineures. C++ 11 était la version majeure, 14 est la mineure, donc la prochaine majeure sera la version 17, où on aura extrêmement de nouvelles features. Je ne vais pas pouvoir rentrer en détail là-dedans, vu qu'il y a des bouts que vous ne comprendrez même pas, mais moi je ne les comprends pas. Mais sachez que c'est un langage qui est en grande évolution. Quel est le problème qui est lié à ça? C'est un langage qui pendant 20 ans n'a quasiment pas évolué, et qui puis spontanément s'est mis à changer, à évoluer super rapidement, et toutes les règles de design, toutes les best practices, elles ont changé du tout au tout. Donc aujourd'hui, c'est très important, si vous lisez de la documentation sur C++, des cours, un article, un tuto, un bouquin, essayez de savoir à quel moment ça a été écrit, c'est peut-être plus d'actualité. La C++ fac, la fac light que tout le monde donne à tous les élèves à chaque fois, elle est obsolète. On ne peut plus s'en servir. Ou du moins, il faut savoir quelles sont les choses qui ont changé depuis le temps. Je pense notamment, on verra, l'introduction des moves semantics, du return value et autres saloperies. Alors là, c'est le moment où je fais de la démo, parce que pour l'instant, c'est un peu abstrait. Toc toc. Tu me réactives. Voilà. Excusez les difficultés techniques. C'est bon. Je vous embête, mais je vais me tourner pour que je vois. Non, non, ça marche pas ton truc. Et tu pourras également m'augmenter la taille de la fonte, s'il te plaît. Tu vas en haut, change settings. Il est en train d'augmenter ça pour qu'on voit ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, 18. Ouais. Je vais vous montrer un exemple de code que je vais coder là devant vous parce que je n'ai pas préparé d'exemple bien sûr. De vieux C++ qu'on voyait il y a quelques temps, enfin il y a quelques années. Merci. Vous voyez bien? Peut-être éteindre la lumière. Il n'y a aucun mot pour dire à quel point ce clavier me stresse. Donc, on va faire un peu de C++. Avant, d'un bout de C++, ça ressemblait à peu près à ça. J'avais une classe foo, une classe, on va dire, la classe shape. Vous connaissez tous l'exemple où on a une classe abstract shape et on a circle et square qui héritent de shape. C'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, un exemple de code qui s'occuperait de faire ça ressemblerait à ça, où j'aurais un std vector de shape étoile. Ouais, même là encore, c'est trop moderne. Où on ferait un shape
étoile S est égal à new circle. Je tape à l'aveugle, hein, je ne regarde pas ce que je marque. Je m'amuserai à faire des... comment je l'ai appelé mon vecteur? Je ne l'ai pas appelé. V. C'est horrible. Et je ferai des v.push back de S. Il ne faudrait pas que j'oublie de for std vector de shape étoile const underscore iterator it. C'est pas grave, vous comprenez l'idée, on va pas le compiler. Est égal à v.begin it différent de v.end plus it. Et qu'est-ce que je ferai dans ma boucle? Je ferai étoile delete, par exemple, hein, ça ressemblera un peu à ça. Et pour tous les traitements, je m'amuserai à faire des trucs comme ça. Alors, de nos jours, on ne fait plus ça. Genre, plus du tout. Ça, c'est du Java, ça. Donc, on va améliorer tout ça. Déjà, bon, le vector, on ne s'amuse plus à faire des new pour le plaisir de faire des new. Là, je ne l'ai pas encore vu, mais par exemple, si j'avais une classe foo, on voit des gens qui, pour je sais quelle raison, quelque part ça a du sens dans leur tête, ils allouent toujours par pointeur. Ils manipulent que des pointeurs. Et mon f, c'est égal à new foo. Ils n'osent pas faire foo f. Donc ça, déjà, ça disparaît. Également ici. Pour ça, on va remplacer ça par un chart pointer. On va voir ça juste après. Ce truc me stresse, c'est incroyable. Ici, on va dire qu'on fait un std, on va dire chart pointer de ça. Je vais vous expliquer après pourquoi. Oui. Non, ça va, c'est le fait de ne pas pouvoir regarder en même temps. On fait un place back, mais surtout ici, on aurait la capacité de dire, tout ça je vire, for const auto ref e de point v auto. Ah, ce clavier infernal. Mais oui. Non. Auto et dedans je traiterai mes objets directement en faisant e.toto. Et surtout, on remarque, je n'ai plus besoin de faire de delete. Donc, ouais, j'aurais peut-être dû préparer des slides pour ça, mais qu'est-ce qu'on va retenir? On arrête d'allouer pour le fun sur la pile, sur le tas plutôt. Hop là, je récupère ça, je reviens. Je vais m'éloigner un peu de... Tu peux me remettre sur les slides? Je vais expliquer tous les changements que j'ai faits. Donc ça, c'est la démo, elle pue aller un peu de la gueule, désolé. Déjà, on met des consts un peu partout, je vais revenir après. Le rail, voilà, c'est ici. Alors, ça, c'est une question que les développeurs adorent poser. Pour vous, c'est quoi la feature la plus puissante de C++? Il y a des gens qui disent bah pour moi, c'est la STL, c'est un bon choix. C'est Vector, parce que Vector, c'est une classe géniale. Je sais pas, pour vous, c'est quoi? Je sais pas spécialement. Non, il n'y a rien, tout est dégueulasse. Non, la feature la plus puissante de C++, c'est ce qu'on appelle le RAI, Resource Acquisition and Initialization. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout un corollaire. La feature la plus puissante, c'est la durée de vie déterministe de mes objets. C'est-à-dire, lorsque vous faites du Java ou du C#, vous faites un new, vous faites jamais de delete. Et le langage vous dit, ah bah quand le garbage collector aura le temps, bah je vais le delete, t'en fais pas, il n'y aura pas de problème. Et ouais, le problème c'est parfois mes ressources c'est pas que de la mémoire. Peut-être que j'ai ouvert un fichier, j'aimerais la garantie qu'à la fin il se ferme. Peut-être j'ai une socket, je veux la fermer. Peut-être que je contiens un identifiant, je veux faire des traitements importants. Et on se retrouve à mettre en place une méthode dispose ou delete ou destroy à la fin parce qu'on ne peut pas faire confiance au garbage collector.
On a une fonctionnalité excellente en C++, un objet alloué sur la stack, c'est-à-dire sans des étoiles. J'ai la garantie qu'au moment où je le crée, j'ai appelé son constructeur. Au moment où je quitte le scope, son destructeur est appelé, quelle que soit la manière dont je quitte le scope. Si je quitte par un return débranchant, si je quitte à la toute fin, si je quitte avec une exception, quoi qu'il arrive, le destructeur sera appelé. C'est de loin, loin, loin la feature la plus puissante. Pourquoi? D'une part, c'était déjà avantageux d'allouer sur la stack. Je vois encore des gens qui décident d'allouer sur le tas parce qu'ils pensent que c'est plus rapide. Non. Parce que allouer sur le tas, c'est un appel, regarder la taille, faire un coup de malloc, BRK, mmap, je ne sais pas quoi à l'intérieur, jouer à Tetris dans le tas, allouer ces trucs, c'est la fête. Allouer sur la stack, c'est sub ESP. C'est fait. Oula. Non, c'est bon. Donc déjà, d'une part, c'est beaucoup plus rapide, et de deux, je gagne cette garantie. Donc l'idée, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe si je fais un objet, et le but de cet objet, c'est de contenir une ressource. Et j'ai la garantie que quand cet objet sera détruit, eh bien, il libérera la ressource. Et bien, à partir de là, j'ai pu ajouter une durée de vie déterministe à mes objets, à mes ressources, à ma mémoire, à mes file descriptors, à la totale, à ce que vous voulez. Donc l'exemple le plus flagrant, vous l'avez sûrement vu, c'est les smart pointers, shard pointer, unique pointer, qui permettent, plutôt que de faire des new et des delete à la main, on confie l'allocation de la mémoire à une classe dont le seul but est de gérer cette mémoire, et j'ai la garantie que lorsque l'objet sera détruit, et il sera détruit d'une manière déterministe vu qu'il est alloué sur la stack, il fera un delete, et donc tout va bien. Ça nous amène à une règle, dès qu'on peut, on fait des smart pointers, mais c'est pas uniquement pour avoir peur d'oublier des deletes. D'une part, il y a des cas où on ne peut pas gérer, c'est pas juste par oubli qu'on oublie de delete. Parfois, on ne fait pas de delete parce qu'on a acheté une exception, je ne sais pas à quel moment j'ai jeté une exception. Et je ne peux pas gérer l'exception safety de tout mon code, parfois. Généralement, on essaye. Parfois, on ne peut pas. Et puis surtout, ça nous donne une fonctionnalité qui est la possibilité d'assigner une sémantique d'appartenance et de possession à mes pointeurs. Lorsqu'on fait du C++, on s'oppose au C maintenant. En C, on a des pointeurs, on a des machins étoiles, et on passe notre temps à devoir documenter. C'est la fonction appelante qui a fait new, et c'est toi qui as la responsabilité de le delete. Fais attention parce que la fonction elle risque de me faire un free, peut-être qu'elle va invalider. Non. Ici, on marque dans le code, on a la possibilité de dire cette ressource que j'ai allouée, il n'y a qu'une seule personne qui peut la posséder. Personne d'autre ne peut la posséder. Je vais dessiner un petit truc. Là, c'est le moment où tout le monde a peur, parce que tout le monde sait que je dessine super bien. Si ça, c'est une ressource, combien peut-on avoir de sémantique de possession? Qu'est-ce que j'entends par sémantique de possession? J'entends tout simplement, qu'est-ce qui va se passer quand je décide de copier cette ressource? Qu'est-ce qui va se passer quand j'ai créé ma classe, vu que j'ai dit, on fait des classes qui contiennent des ressources, je demande à copier cette ressource, cette classe, qu'est-ce qui se passe? La première possibilité, ce serait de dire, t'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de copier cette ressource, elle est unique. Ça n'a pas de sens qu'elle existe deux fois. Par exemple, ça pourrait être un identifiant de texture en OpenGL, une mémoire qui a été allouée si on n'a pas envie de la copier. Mais pour une raison ou pour une autre, il peut y avoir qu'une seule personne qui possède, et toute autre personne qui veut copier, on l'envoie bouler. Première sémantique. Deuxième sémantique. J'ai ma ressource, j'ai mon monsieur qui la possède, je demande à copier. Ah bah d'accord, à partir de maintenant, on est deux à la posséder. Et ça devient une ressource partagée. Et il peut y avoir autant de personnes qu'on veut qui possèdent la ressource, et on détruit la ressource à partir du moment où plus personne ne la possède. Quand lui a disparu, lui a disparu, lui a disparu, elle est encore là, j'ai retiré le dernier, la ressource disparaît. Ça, c'est une sémantique de ressources partagées. Donc ici, c'était les unique pointers, ici les shard pointers. Il y en a deux autres qui n'ont pas d'équivalent direct, mais qu'on peut coder.
et ça nous arrive de devoir les coder. Il y en a une qui est évidente, je n'ai même pas encore parlé. Tu veux une ressource? Bah ok, bah je la clone. Maintenant on est deux à la voir, elles ont chacun une durée de vie, elle s'est séparée en deux. Et je sais plus pourquoi j'ai dit que j'en avais une quatrième, parce que là spontanément il n'y a rien qui me revient. Donc la raison pour laquelle celle-là n'existe pas, c'est une bonne question. C'est lié au fait qu'en pratique ça peut vous surprendre, mais ça arrive très très peu de vouloir copier en fait. Ça arrive très très peu. Et ces deux ressources sont celles qu'on voit le plus souvent. Celle-là représentée par Unique Pointer, celle-là elle est représentée par Shared Pointer. Utilisez-les. Arrêtez de faire des pointeurs comme ça, ou disons je fais un new qui se balade. D'une part c'est dangereux, vous risquez d'oublier de le delete. D'autre part c'est pas clair. Moi si je vois un paramètre de fonction où il y a marqué ça prend une shape étoile, ça veut dire quoi? Qui est-ce qui la possède? Est-ce qu'il me la prête? Est-ce qu'il me la donne? Est-ce que je suis censé la récupérer après? Est-ce qu'il va me l'invalider? Alors vous pourrez me dire oui, ça peut être marqué de la documentation. Mais je n'ai pas une garantie à la compilation que quelqu'un ne va pas mentir sur ce contrat. En représentant avec des smart pointers comme unique pointer, shared pointer, qui je rappelle ne s'applique pas spécialement uniquement à de la mémoire, je peux très bien utiliser ça pour des ressources totalement diverses. La plupart d'autres cas ce sera de la mémoire, mais vous comprenez l'idée. J'arrive à documenter dans mon code tout ce qu'il faut. Je donnerai un exemple de code juste après, mais j'aimerais passer... ouais, il faut d'abord que je passe... Non, va-t'en, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un... Ah, oui. Là, j'aurais une question sur les unique pointers, shared pointers, etc. Tu dis qu'il faut les utiliser tout le temps, mais c'est quand même quelque chose qui a une notion d'appartenance. C'est-à-dire que moi, je possède ce vers quoi je pointe. Mais si on veut juste être observeur. Ah, oui. Évidemment, si tu veux juste être observeur, tu fais juste un pointeur, je pense. Un exemple, ce serait, où on verrait ce que tu montres là, imagine que j'ai décidé de faire un arbre binaire. Et ma classe donne un arbre binaire. Je possède un fils gauche, je possède un fils droit, j'ai un père, mais c'est pas moi qui le possède, c'est lui qui me possède, mais je peux voir mon père pour des raisons de facilité de code. J'observe mon père. Et là, évidemment, ici ce seront des unique pointers, il n'y a que moi qui les possède, personne d'autre les possède, mais ici ce sera un pointeur tout court. Il y a eu des propositions, il ne me semble pas qu'elles étaient acceptées, de même documenter ça en créant une classe. Il l'appelait le dumb pointer, le pointeur idiot, en disant que c'était le pointeur le plus débile du monde, vu que sa seule garantie c'était d'offrir la garantie qu'il n'effacerait pas, qu'il était juste là pour observer. Et l'idée derrière c'était de documenter, plutôt que juste avoir une étoile, d'avoir un truc qui dit non, non, je te garantis, je ne vais pas le delete, je suis juste là pour observer. Mais sinon, oui, si tu n'as pas une sémantique de possession, que tu utilises juste un pointeur pour observer, évidemment, on ne peut pas utiliser ces classes-là. Et très souvent, on ressent le besoin, à partir d'un unique pointer, de devoir le get, récupérer le pointeur qui est à l'intérieur, pour le passer à quelqu'un qui observe. Je veux juste faire une vue sur une collection, par exemple, je possède des pointeurs, mais je ne possède pas ces objets, je suis juste une vue dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire le pointeur à l'intérieur du unique pointer, juste le temps d'observer. Mais moi, je suis de l'avis qu'avoir un view pointer comme ça, un dumb pointer, view pointer, c'est assez intéressant parce que ça documenterait ça d'une manière plus forte. Merci. Ouais. Je suis débile, je peux pas encore parler de ça parce que j'ai besoin de parler de ça. Hey. Les moves semantics. Donc ça, je vais le faire un peu vite parce que je pense que tout le monde vous bassine avec ça pour les gens qui sont à peu près intéressés à C++. À partir de C++11, on a inventé une nouvelle sémantique qu'on appelait la move, qui est en gros une optimisation de copie. Ça veut dire quoi? Pour expliquer ça, il faut expliquer ce que c'est que les L-value et les R-value. C'est un concept un peu compliqué, donc je ne vais pas y aller à 100%. Est-ce que tu as une... Ah. Ça arrive. Je te remercie.
Alors, avant C++11, en C++ 9803, on faisait la différence dans les expressions, ce qu'on appelait des L-values et ce qu'on appelait des R-values. Je les mets à gauche et à droite. L comme left, R comme right. C'est un nom legacy qui n'a plus vraiment de sens, parce qu'avant, on utilisait ça pour différencier ce qui était à gauche d'un égal, ce qui était à droite d'un égal. Maintenant, c'est plus exactement ça. Il faut comprendre que L-value et R-value, ça s'applique à une expression, pas à une valeur, pas à un objet, ça s'applique à une expression. Et la question, ce qu'on appelle une L-value par rapport à une R-value, c'est une expression dont je peux prendre l'adresse. Si j'ai f, j'ai fait un fou f, est-ce que je peux faire déréférencer, enfin référencer, prendre l'adresse de f? Oui. Si j'ai 3 plus 2, est-ce que je peux prendre l'adresse de 3 plus 2? Non, ça n'a pas de sens. Donc on se sert de ça pour différencier une valeur temporaire, une valeur qui a vocation à disparaître. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'avant, on avait des L-values, on avait des R-values, on avait des références sur des L-values, donc L-value ref, que je représente juste par un ampersand. Et par contre, on n'avait pas de R-value ref. La seule manière qu'on avait pour tenir une référence vers une R-value, c'était une extension à un bout du standard qui disait « Si ta référence est constante, alors la durée de vie de ma temporaire sera étendue à la durée de vie de la référence. » Et donc, si ma référence était const, je peux contenir une R-value. Ça marche. Mais ça présente un gros problème. Un problème de performance. Je fais un constructeur par copie. Je suis un vector, par exemple. Donc comment ça marche un vector, hein? Je vous rappelle qu'il n'y a rien de magique derrière un vector. Un vector, il a fait new derrière vous. Il a un gros tableau. Et il a un pointeur vers lui. C'est tout. Plus de la paperasse administrative. Si je veux copier un vector, j'appelle le constructeur par copie de mon vector. Donc ça, c'est le nouveau. Je vais devoir copier l'intégralité. C'est une copie. Et puis maintenant, il était temporaire, donc maintenant il disparaît. Donc le mec, il allait disparaître. J'ai perdu je ne sais pas combien de temps à copier tous ces trucs, et puis après il est disparu. C'est quand même un peu idiot, parce que si je sais qu'il va disparaître, bah pourquoi je m'embête à faire ça? Pourquoi plutôt, où est-ce que j'ai mis ici? Plutôt que de faire ce gros gribouillage, c'est ce que je vais faire. Hop là, maintenant c'est à moi. Hey, hey. On s'en fout, il est mort. Il est sur le point de disparaître, il n'y a personne qui... Il va manquer à personne, son cadavre était dans une ruelle, il a pillé ses poches, c'est pas grave. Et lui, on met son pointeur, on l'annule, on le met à 0, et il se détruit, il fait rien, il est dans son coin, et hop là, j'ai récupéré ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un move. Un move, c'est une optimisation de la copie. Ça, non seulement a des gains énormes en performance, par exemple, il y a eu des cas, je ne sais plus c'était quel projet, où ils ont juste mis à jour leur compilateur, ils ont recompilé, ils ont un gain de perf de 900%. Bah ouais, parce que bah, c'était activé automatiquement dans les classes de la STL, qui maintenant étaient devenues move aware. De la même manière qu'on avait des copies constructeurs, on avait des move constructeurs, qui sont un constructeur où je prends conscience que mon paramètre est sur le point de disparaître. C'est également, ça peut représenter des choses qu'on ne pouvait pas représenter avant. Le meilleur exemple, c'est unique pointer. Il faut savoir qu'on n'a pas attendu C++11 pour penser à unique pointer, et on avait un équivalent avant qui s'appelait auto pointer. Je refuse de l'écrire parce que son nom a été banni des annales. Il était casté de les abysses. Auto pointer, il fonctionne à peu près de la même manière qu'unique pointer, mais comme on ne savait pas faire la différence entre un copy et un move, on avait dit bah, le constructeur par copie de auto pointer, il fait ça. Et le gars depuis qui je copie est invalidé. Ce qui est un comportement assez bizarre. Et si vous faisiez un vecteur d'auto-pointer, vous faites un sort, votre truc a explosé. Genre, l'intégralité est invalidée. C'était un peu n'importe quoi. Donc maintenant, avec les moves sémantiques, je peux représenter avec unique pointer
quelque chose qui peut être move, mais qui ne peut pas être copié. À tout instant, il ne peut y avoir qu'une seule personne qui possède. Donc si tu essayes de copier et que j'existe encore, va crever. Par contre, si le mec qui veut me le passer est sur le point de mourir, bah, il n'y a aucun problème. De toute façon, une fois il sera mort, je suis le seul, je suis Highlander, je suis le seul à le posséder. Donc, ça c'est bien. Pourquoi généralement j'ai un peu peur quand je dis aux élèves utiliser unique pointer, c'est parce qu'on ne peut pas utiliser vraiment unique pointer sans comprendre les moves semantics. Autant shard pointer c'est un peu magique, il y a des petits problèmes de perf mais on s'en fout, on est à l'épita. Unique pointer, on ne peut pas le manipuler sans vraiment comprendre cette différence que je peux être move, je ne peux pas être copié. Et pour les manipuler, on a besoin de ces deux fonctions magiques, std move et std forward. Moi je trouve qu'elles sont mal nommées. Scott Meyers avait proposé des trucs assez intéressants. Il avait appelé std move, il l'avait appelé rvalueCast. Et forward, il l'avait appelé je crois maybe rvalueCast. std move, c'est le code le plus débile. Il prend une L-value et il dit maintenant tu es une R-value. Même si c'est pas vraiment le cas. Hein. Et il va faire croire que c'est une temporaire. Et forward, il sert à un cas, c'est lorsqu'on veut. Est-ce que vous voulez un exemple là-dessus ou... Ouais, je pense qu'on va avoir besoin d'un exemple. Est-ce que tu peux me repasser mon shell ? Hop là. J'include memory, c'est là-dedans que vivent tout ce qui est unique pointer, shard pointer et tout ça. On voit pas grand-chose. Hein. Attends. Ah, mais c'est parfait ça. Mais je vais mettre un color scheme light. Attends. Ouais. Mieux. C'est wow. Je ne vois rien, c'est horrible. Color scheme. Yeah. Ça va, ça fait pas trop mal aux yeux. Ouais. Alors. J'ai un... je vais faire un using namespace parce que je suis un flemmard. Le using namespace n'est pas crade, contrairement à tout ce que les gens vous ont dit. Ça, c'est pas crade. Faut arrêter. Hein. Ce qui est crade, c'est de le faire dans un header. Vous faites pas ça dans un header. Parce que sinon, vous avez include et vous avez ouvert des namespaces. C'est dégueulasse. Par contre, dans un fichier C, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai un unique PTR. Ça commence à m'énerver, ce clavier. PTR de int UPI qui est égal à... On n'a pas encore de make unique de manière qu'on a un make shared. Il apparaît dans C++ 14. Voilà, c'est bien ça. Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ? Je n'ai pas le droit de dire unique PTR de int UPI2 est égal à UPI2 est égal à UPI. Il va m'envoyer bouler. Alors, je ne sais pas si j'ai syntastique de mis en place. Parce que, voilà, il me crie dessus. Non, je n'ai pas de constructeur par copie. J'ai dit que ma ressource était unique. Et à tout moment, il peut y avoir qu'une seule personne qui possède mon entier. Par contre, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? J'ai le droit de faire move. Ah, std move, hein, comprenez. Et là, il va être content. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait ça ? UPI1 ne possède plus la ressource. Je l'ai move. Parce qu'il a cru que UPI1 était une temporaire. Alors, à quoi ça sert en vrai ? Ça sert à faire des trucs comme ça, par exemple. Et on pourrait print, vous verrez que lui, maintenant, il pointe vers nul. Et lui, maintenant, possède la ressource.
Forward, on vous le fait beaucoup moins. Il apparaît, c'est quand vous voulez faire vous-même un constructeur par move. Donc vous avez une classe foo par exemple. Et vous faites son constructeur par move. Alors le move, c'est représenté par esperluette, comme ça. Ça représente une R-value référence. Et là, par exemple, vous voulez à l'intérieur dire son zis.toto, je dis au pif, hein, toto, ce clavier m'insupporte, est égal à f.toto par exemple. Mais tuez-le! Ça ira. Alors, outre le problème que là Toto n'est pas défini, supposons que Toto soit un unique pointer. C'est quoi le problème? Mais c'est que lui, il est une adresse. Elle est là. C'est plus une R-value. C'est con quand même. En disant, en le nommant et en disant que ceci était une R-value, je viens de lui donner un nom et une adresse. Et donc là, il ne le considère plus comme une R-value. Donc là, j'ai besoin typiquement de move pour dire non mais si, je t'assure, là on est dans un cas particulier, il faut vraiment que tu le considères comme une R-value. Et forward, ce qu'il fait, il est encore plus puissant que ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment il fait, mais il est capable de déterminer si vraiment derrière c'est une L-value ou une R-value et il renvoie à la bonne. Donc un exemple d'utilisation, c'est SharePointer de int. Il a un truc super cool, c'est makeShared. Unique Pointer ne l'a pas. Dans C++ 11, il a que en C++ 14, juste par oubli. Ils ont oublié. C'est débile. MakeShared. Ah, la fonction makeShared. Je makeshare de quoi? Un int. Et je lui passe les paramètres à lesquels il va appliquer new. Il est où le shift? Yes. Hop là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça peut marcher pour n'importe quel type. Et qu'est-ce qu'il fait si là j'avais pas un makeshare de int, mais un makeshare d'une classe Toto qui prenait 3 paramètres? Je passerai les paramètres là-dedans. Il va les prendre et les balancer au constructeur de la classe. Mais en gardant le fait que si ça c'était une L-value, ça c'était une R-value, ça c'était un machin, ça c'était une référence, il les prend et il les tasse. Et ça n'a pas été modifié, c'est à ça que ça forward. Donc on les fait. Vous n'avez pas à le faire, mais sachez que ça existe. C'est un peu fouillis. Est-ce que là-dessus, vous êtes un peu plus au clair? Non, pas du tout. Bon, retenez, quand je fais des ressources, je fais soit des unique pointers, soit des shared pointers. Unique pointer, c'est cool, ça apporte plus de restrictions. C'est important, ça évite qu'on fasse des conneries. C'est également plus rapide. En vrai, ça n'a quasiment aucun coût par rapport à un vrai pointeur. Par contre, c'est un peu plus compliqué à utiliser parce que ça se demande à vraiment être au courant des problématiques de move et savoir je peux le move mais je ne peux pas le copier, tout ça. Shared pointer, ça va à peu près marcher partout. Ça a un coût. Ça a un coût déjà en performance parce qu'il fait de la paperasse administrative derrière. Et puis également, d'un point de vue design, c'est très facile de faire ressembler un shared pointer à une variable globale. Parce que moi j'ai une variable, puis à chaque fois elle se balade, et tout le monde possède une référence. Le nombre de mecs qui le possèdent, c'est un peu partout dans mon code, je ne sais pas trop comment. Et elle vit jusqu'au dernier moment où le dernier à le posséder. Ça ressemble à une variable globale. C'est assez mal. Donc parfois on n'a pas le choix, mais réfléchissez bien à ces problématiques. En gros, ce qu'il y a quelque chose à retenir en C++, réfléchissez à la sémantique de possession. Qui c'est qui possède? Combien de gens possèdent? Qu'est-ce qui se passe si je veux copier? Si vous réfléchissez à ça, vous n'aurez aucun problème. Bon. Petit next, tu peux me remettre sur... Oui. Ça. Ce qui m'amène enfin à ça, qui est le point le plus important. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de règle de 3, règle de 5 ou règle de 0? Toi, mais tu comptes pas.
Alors, avant C++11, on avait une règle qu'on appelait la règle de 3. Elle disait, vous savez, quand je construis une classe, il y a pas mal de constructeurs, de destructeurs et de méthodes qui sont définis automatiquement. Si je fais une classe et que je ne définis pas son constructeur, je ne définis pas son constructeur par copie, je ne définis pas son destructeur, il le fait à notre place. Et généralement, il fait du bon boulot. Ce que dit la règle de 3, c'est que si jamais je fais un destructeur particulier, qui a un comportement particulier, il y a de grandes chances que mon constructeur par copie et mon copy assignment, l'opérateur égal, il y a de grandes chances qu'il ne fasse pas ce que j'ai envie qu'il fasse. Parce qu'à tous les coups, si j'ai fait un delete un peu particulier, un destructeur un peu particulier, c'est par exemple parce qu'il fait un delete. Et là, mon constructeur par copie, il n'a pas vraiment copié. Il a juste copié le pointeur, il n'a pas fait de copie profonde. Et la règle de 3, elle dit, si tu définis l'un de ces 3 constructeurs, il y a de grandes chances que tu as envie de définir les 2 autres. Donc forcément, c'était un peu notre règle d'or, et ça passait pas en code review, quoi. Il y a même un flag, il y a un flag qui s'appelle effectif C++ dans GCC, qui vérifie que vous respectez bien ce genre de règles, et vous crache dessus sinon. Et quand C++11 est arrivé, on s'est dit, on avait le constructeur par copie, on avait le copy assignment, l'opérateur égal sur un truc par copie, et le destructeur. Maintenant, on a gagné le constructeur par move et le move assignment. Donc maintenant, la règle de 3, c'est devenu une règle de 5. Ouais, mais non. Qu'est-ce qu'on a dit avec ça? Le rail. On a dit, on fait des objets dont le seul but, c'est de gérer la durée de vie des ressources. On a un principe en objet qui s'appelle le principe de responsabilité unique. Single Responsibility Principle, il dit, une classe, ça ne gère qu'une seule chose. Et on ne va pas demander à une classe non seulement de faire de la logique métier, c'est-à-dire de faire son taf, mais en plus de s'amuser à faire de la paperasse administrative pour la gestion de mes ressources. Si jamais toutes mes ressources, je les encapsule dans des classes qui font ce que je veux, je n'ai plus à définir aucun de ces 5 constructeurs dont je vous ai parlé. Si, par exemple, je voulais avoir une sémantique de ressources uniques, en possédant un unique pointer, j'ai pas à m'embêter à faire un destructeur, à désactiver mon constructeur par copie, à machin, à tout ça. Parce que de toute façon, il hérite, il est déterminé automatiquement, et de par le fait qu'il a un unique pointer, il va faire la chose qui va bien. Donc dès que vous avez une ressource, mettez-la dans une classe particulière, et si vous devez posséder une ressource, possédez plutôt une classe qui gère cette ressource, et comme ça, une classe qui fait de la logique métier, c'est-à-dire ne fait aucun problématique de gestion de ressources. Par contre, une classe dont seul but est de gérer de la ressource, évidemment, elle ne traite que de ça. Elle ne fait surtout pas de logique métier. Donc ça, c'est le cœur. Je n'ai pas besoin d'un exemple pour ça, je pense que vous avez bien compris ce que ça voulait dire. Mais cette règle est extrêmement importante. Extrêmement importante. Et elle ne s'applique pas uniquement à la gestion de mémoire. Ce que ça veut dire par là, c'est tôt ou tard, dans votre métier, enfin dans votre projet, vous devrez gérer de la ressource, un identifiant de texture OpenGL, comme j'avais dit, une socket, un machin, tout ça. Si unique pointer ou short pointer ne vous plaît pas, faites une nouvelle classe dont le but est de gérer cette ressource et équipez-la. Et comme ça, vous n'avez pas à réfléchir à ça. Bon, je pense que je commence un peu à me répéter là-dessus. Est-ce qu'il y avait des boucles développés? Ah oui. Passer les paramètres par const référence. Oui, par pitié. Enfin, d'une manière générale. Il y a 1 milliard d'exceptions, comme je vous avais dit. Typiquement, les itérateurs de l'STL, on les passe par copie, on ne les passe pas par référence. Voilà, c'est un des nombreux contre-exemples. Pourquoi? Pour des raisons de perf. Parce que passer par copie, c'est une copie. Et ça coûte. Et donc si c'est juste pour faire une copie qui va vivre temporairement et dont je ne vais rien en faire, autant passer par référence constante. Bien évidemment, référence pourquoi constante? Parce que je veux quand même la garantie. Si je voulais l'équivalent, le passage par copie, mais juste avec un gain de perf, si je passe juste par référence, c'est plus les mêmes équivalents sémantiques parce que j'ai la possibilité de modifier à distance. La référence constante, je ne peux pas la modifier, et je suis vraiment en train de dire, t'inquiète, je ne vais pas modifier, c'est juste pour être plus rapide que si jamais je passais par copie.
Mais si vous allez faire une copie locale derrière, passez-le directement par copie, on ne va pas jouer au con. Il y a 1 milliard de contre-exemples et de tout ça. Très honnêtement, je ne peux pas donner de règle d'or. Ça dépend au cas par cas, réfléchissez à chaque fois. Et lisez plein d'articles et plein de petits bouts comme ça. Mais je ne peux pas vous donner une règle d'or là-dessus. Le point en parlant de la STL et les itérateurs, user et abuser de la STL. On voit des gens qui ne font pas confiance à la STL. Ils viennent du C, on a dû se battre en atelier, en période C++, des gens qui font « Ah oui, mais moi j'ai pris l'habitude à coder ma petite liste, à coder mon vecteur, moi je fais plus confiance qu'à la STL, je me code le mien. » Alors de 1, tu es en train de perdre du temps. De 2, faut quand même pas se prendre pour une merde quand ça fait une semaine qu'on code du C++, de croire qu'on va faire mieux qu'une lib qui est développée et maintenue depuis 30 ans. Moi je dis ça, je dis rien. Apprenez les algorithmes. Il n'y a pas que des containers. La manière dont c'est fait, je pense que vous savez tous, la STL c'est composé en 3 bouts. On a d'une part les containers, d'une part les algorithmes, et entre les deux les itérateurs, qui font le lien entre les containers et les algorithmes. Apprenez les algorithmes. Je vois plein de gens qui connaissent bien les containers, mais qui ne savent pas qu'il y a des algorithmes super puissants, et se retrouvent à les recoder eux-mêmes. Il y a 9 chances sur 10 que si je vois dans un code d'un élève une boucle, il fasse quelque chose qui vous existait déjà avant. Alors, faites-le vous-même. Déjà, d'une part, l'algorithme le fera mieux que vous. Vous documentez, c'est beaucoup plus clair. Et puis, si jamais vraiment vous faites quelque chose d'unique, mais c'est une boucle, mais ne glissez pas votre boucle à l'intérieur d'une fonction de 30 lignes. Extrayez la boucle, nommez-la et mettez-la ailleurs. Et contribuez. Et faites-en une lib. Donc pas de boucle qui se balade comme ça. Apprenez les algorithmes, la STL c'est la vie, et ne réinventez pas la roue. Ça je pense, dit comme ça, c'est un peu du sens commun. Vector est votre ami? Oui. Là les gens ne me croient pas assez quand je le dis. Ça c'est assez affolant. On a une drôle de syndrome. C'est qu'en tant que gentils petits étudiants, on apprend du computer science, des algorithmes, des data structures. Vector, c'est à peu près le premier qu'on apprend, le tableau contigu. Et après, on en apprend plein d'autres. Mais les gens, ils croient que parce que c'était le premier qu'on a appris, maintenant il ne sert plus à rien. Non, parce que maintenant j'ai appris à faire des maps, des hash maps, des linked lists doublement enchaînées avec Sentinel. Et résultat, Vector, ouais, non, c'est pour les faibles. Non. En fait, 95% du temps, ce que vous voulez, c'est un vector. Mais vraiment. J'ai pas envie de vous faire peur avec plein de benchmarks, mais regardez la dernière conférence de Herb Sutter, elle date d'il y a une semaine pour Build 2013. Je vais essayer je passerai le lien quelque part, où il fait des benchmarks et c'est affolant. En fait, il est en train de vous montrer pourquoi c'est rapide, parce que nos CPU sont devenus intelligents. Avant, un CPU, enfin au tout début, c'était je fais mes exécutions et puis voilà. Maintenant, nos CPU sont capables d'apprendre, de prédire, de reconnaître des patterns, des schémas, et ils sont capables d'optimiser en conséquence. Typiquement, il est capable de comprendre que si j'itère sur 1 milliard d'éléments qui sont contigus et que j'arrête pas de dire « prends-moi l'adresse X, maintenant l'adresse X plus 4, X plus 8, X plus 12, X plus 16 », au bout de quelques fois, il va dire « ouais, j'ai compris ce que tu veux faire, attends, je te les ramène 5 par 5 ». Enfin, il fait ses optis. Et il met déjà en cache parce qu'il a compris que c'est ce que j'allais lui demander. Et grâce à ça, c'est comme si vous aviez un cache gratuit, de taille infinie. Un autre exemple, c'est des optimisations du CPU, c'est la branch prediction. Vous avez peut-être vu l'article, la question Stack Overflow, qui est assez drôle. Un mec qui ne comprend pas, il a un tableau de 255 caractères, chacun unique, random, et il parcourt et il dit si inférieur à 127, print auto, sinon print tata. Il le lance, il a tel perf. Maintenant, il fait la même, mais avant, il trie le tableau. Il a 10 fois plus de perf. La raison, c'est branch prediction, parce que qu'est-ce qui se passe? Le CPU, il comprend que quand je suis sort, je sais pas, quand je suis random, je ne sais pas du tout si je vais partir dans le cas ou pas, if ou else. Quand c'est trié, 127 fois de suite, je vais partir à gauche, 127 fois de suite, je vais partir à droite. Et je vous assure que votre CPU, il est un peu intelligent, il va dire « Non mais, ça fait 30 fois que tu pars à gauche, je vais partir du principe que tu pars à gauche, et au pire, sinon je me trompe et je reviens en arrière. »
Bah, en faisant comme ça, il est capable de déterminer des patterns super compliqués, hein. C'est assez affolant. Donc quelque chose de contigu qui avance comme ça a des perfs de fou. Mais genre vraiment de fou. Je suis pas en train de dire que les autres structures de données n'ont pas de sens, elles ne servent plus à rien. Mais vraiment, si vous voulez de la perf, faites des vectors. Et comment ça marche? Ça n'a rien de magique. C'est ça le plus triste de l'histoire. Un vector, c'est la fameuse technique. Je new, je mets des trucs dedans. Ah bah j'ai plus de place, je réalloque en doublant la taille. Comme ça. C'est tout. Alors, x2, chaque compilateur a sa version. Je crois que Microsoft fait x1,8 de la taille à chaque fois qu'il a plus de place. Ils font leurs calculs scientifiques. Mais ça a été prouvé, ça s'est prouvé mathématiquement que, en fait, si vous prenez un vector et que vous n'arrêtez pas de pushback derrière, bah en fait vous êtes en temps constant, d'une manière amortie. Même s'il y a les cas où vous devez tout décaler parce que j'ai dû allouer de la place et machin. Non, non, je vous assure, vous êtes beaucoup plus rapide. Même pire, les benchmarks, là c'est pour vous donner vraiment envie de regarder la conf de Herbsutter, où il prend un truc où clairement, d'après les bouquins, une liste chaînée serait beaucoup plus adaptée, parce qu'on passe notre temps à insérer au milieu, on se balade, on insère au milieu. Il prend un vector, il lui met 10 fois de perf de la tête. Il fait non, non, je t'assure, je suis un vector, je suis plus puissant que toi. Parce que ouais, t'as les facteurs constants, mais je te les éclate. Donc faites des vectors, faites des vectors, faites des vectors, par pitié. Ça c'est un petit bout. Là on commence à atteindre tous les points un peu tricky. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un constructeur par copie, qu'un constructeur explicite? Ça, vous avez dû le voir en piscine, enfin en période C++. Un constructeur explicite, c'est un constructeur qui interdit la conversion implicite. Je vais être obligé de faire un exemple pour ça. En gros, je vais terminer les slides et après je vais passer sur le PC. Donc on va le MOSVexing parse, ce sera une démo. Éviter l'héritage, bah tiens, je vais le dire ici parce que j'ai pas besoin d'un écran pour vous le dire. Les gens qui me connaissent savent que je crache sur l'héritage en permanence. Moi, c'est le moment de vous dire pourquoi. Est-ce que vous savez c'est quoi la relation la plus forte entre deux classes qui peut exister? Ceux qui disent héritage juste pour me donner raison, ils ont tort. Non, c'est friend. Le mot-clé friend, friend, ça veut dire tu as accès à tout ce qui est privé chez moi, tu peux y accéder. Donc en fait, la notion d'ami pour les développeurs C++, c'est le pote toxico qui dort sur ton canapé et qui te pique les biens dans ton frigo. Donc ouais, friend, c'est très très dangereux parce que ça fait une relation très très forte entre deux classes. L'héritage, c'est la deuxième relation la plus puissante. Ça impose des contraintes énormes. Réfléchissez vraiment, dire qu'un objet est en fait un autre objet, c'est extrêmement puissant. On voit beaucoup de gens qui font de l'héritage pour le plaisir de faire de l'héritage, ou parce que leur prof leur a dit fait de l'héritage, ou parce qu'en Java on fait de l'héritage. Non. Vraiment, non. Vous perdez en extensibilité. Vous êtes en train de dire je ne peux pas mettre autre chose que ma hiérarchie de classe. Et quelque chose qui, il s'avère, il remplissait le contrat. Genre vous faisiez un vecteur de choses qui peuvent faire miaou, qui avait la méthode miaou, genre des chats, des félins, des chiens qui ont une crise identitaire, je sais pas. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous les regroupiez sous une classe commune. Qu'est-ce qui se passe si j'ai de nulle part une classe vache et il s'avère qu'elle a la méthode miaou? Elle n'est pas de hiérarchie, je ne peux pas la mettre dans mon vecteur. Je ne suis pas extensible. Je ne suis pas aussi extensible que je le voudrais. Un exemple, c'est la STL. La STL, vous avez vu le nombre de classes qu'il y a dedans. Il y a de mémoire 7 ou 8 cas d'héritage. Et vous ne les voyez même pas. Il n'y en a quasiment pas. Et pourtant, ça marche très très bien. Donc si vous pouvez éviter l'héritage, faites-le. L'héritage, ça peut faire une chose que les autres features de C++ ne peuvent pas faire. C'est du polymorphisme runtime. Alors qu'est-ce qu'on appelle polymorphisme runtime? Donc polymorphisme, c'est tout ce que ça veut dire. Runtime, vous voyez? À l'exec. C'est-à-dire, j'ai besoin de contenir un vecteur d'objet ou de faire une structure d'objet, mais je ne sais pas encore, à la compilation, je ne saurais quelle exécution ce qu'il va faire. Je fais un parseur d'expression arithmétique. Je ne sais pas encore quelle va être la tête de la ST. Ça dépend de ce que le mec va taper. Donc là, je dépends du runtime, je ne peux pas prévoir la compilation, je suis obligé de faire de l'héritage. Par contre, si vous faites du polymorphisme, mais que tout ce que vous mettez peut être déterminé à la compilation, faites des templates. C'est plus rapide,
plus extensible, c'est mieux. Donc fuyez, fuyez, fuyez l'héritage. Et j'irais même jusqu'à dire, ça je le marque pas parce que c'est un point très polémique, dans les rares cas où vous faites de l'héritage, cachez-le. Cachez-le en interne. C'est un concept qui s'appelle le type erasure, c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas vous en montrer d'exemple là, mais je vais vous montrer un lien vers une conférence de quelqu'un qui vous montre très très bien comment on peut cacher le fait qu'il y ait de l'héritage. Un exemple d'héritage, c'est SharePointer. SharePointer et l'héritage, on dirait pas. Hein. Pourquoi ? Il y a plusieurs manières de créer Je peux faire un SharePointer en faisant new SharePointer de machin. Je peux l'allouer via MakeShared, et il ne fonctionne pas de la même manière en interne. Je peux lui passer un deleter custom. Je peux faire plein de choses en particulier comme ça. Et pourtant, il a toujours le même type. Parce que la classe vector ou les autres classes de la STL, les containers de la STL, on pouvait leur spécifier un allocateur custom. Mais ça apparaissait dans le type. Là, chez SharePointer, ça n'apparaît pas. Comment ça se fait? C'est avec une feature qu'on appelle le type erasure, et en fait, il fait de l'héritage derrière, mais c'est caché. Et la règle d'or, non, c'est pas du tout une règle d'or, mais idéalement, ce qu'on devrait faire, dès qu'on a de cas où on a besoin de faire de l'héritage, ce serait pareil de le cacher dans du type erasure. Mais comme c'est extrêmement compliqué, c'est pas du tout trivial. En pratique, on le fait pas. Mais regardez la conférence, je vais encore vous passer le lien. C'est un peu qui me dérange dans ce que je dis là, parce que la moitié des bouts là, je les ai piqués. Je vous dirai même d'où est-ce que tout ce que j'ai piqué. Et à chaque fois, j'ai envie de vous dire, allez mater la conf du mec qui l'a dit mieux que moi. Donc désolé, j'ai un peu mauvaise conscience là-dessus. On va dire que j'ai un rôle d'agrégat. Une exception à ce que j'avais dit, yabadabada, non on s'en fout, quand je disais passer par const référence. Par contre pour les returns c'est l'inverse. En C, on n'aimait pas faire un return d'une grosse struct. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est on faisait un malloc et on retournait un pointeur vers ça. Ils sont en train de s'amuser avec des chips là. On retournait par pointeur. Parce que évidemment, ça coûtait quelque chose, on faisait une copie, lorsqu'on retournait une struct, ça coûtait extrêmement cher. En C++, il y a une optimisation. C'est la seule optimisation définie dans le standard qui a le droit de changer le comportement du programme. C'est-à-dire, votre programme ne va pas se comporter de la même manière que j'active ou non l'optimisation. Et elle est optionnelle. Donc c'est un point où il faut faire très attention. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, si jamais je vois que tu es en train, dans une fonction, de créer localement un vector, par exemple, et à la fin, tu returns ce vector. Donc, je vais vous dessiner des stack frames. Vous savez tout ce que c'est qu'une stack frame? C'est un contexte de fonction au sein de la pile. La pile va vers le bas. Hein. Première stack frame, deuxième stack frame. Donc là, j'ai la fonction main qui appelle la fonction toto. Et dans la fonction toto, j'ai mis en paramètre local un vecteur. Et j'alloue plein de trucs. Je fais return de ce vecteur par valeur. En C, si on voyait ça, ça passe pas une code review. Les mecs font quoi? Mais attends, mais tu vas devoir recopier ton vecteur ici. C'est une perte de temps énorme. Effectivement. Et ce qu'on faisait, c'était on disait, plus tard, tu fais un new, tu alloues ton truc ici, et tu retournes ce pointeur. Sauf que, résultat, maintenant, je dois gérer de la ressource. Lui doit se souvenir de faire un delete, enfin un free en C, et autres saloperies. Le NRVO, Name Return Value Optimization, c'est si je détecte que de toute façon c'est un paramètre local et que tu vas le copier là, plutôt que le construire là pour le copier là-haut, construis-le ici. Ce sera quand même plus rapide. C'est encore plus rapide qu'un move. C'est pas un copy, c'est pas un move, c'est il est construit là où il faut dès le début. Et il est capable de l'optimiser s'il y a 35 fonctions là-dedans. Hein. Il y a une chaîne de return comme ça, il te le fait ici, c'est la fête. Hein. Tous les compilos modernes font cette optimisation. Donc, n'ayez pas peur, retournez by value. Retourner par valeur, c'est extrêmement puissant. J'aurais dû faire plein d'exemples de code, mais ça me saoule. Ça marche plus? Ah, si. Ça me donne un slide, oh putain. Bon, on va devoir passer. Je vais parler du most vexing parse, c'est un petit peu rapide. Les constructeurs explicites. Ouais.
Allez, mets-moi sur un shell. On referme la lumière, ça va être drôle. Ah ouais, ouais, non, t'emmerdes pas à fermer. C'était pour parler de quoi déjà? Le most vexing parse? Ah, bah ça vient d'un... Soit ma classe foo, qui a un constructeur par défaut. Ce qu'on appelle constructeur par défaut, c'est pas un constructeur fait par le compilateur, c'est un constructeur qui ne prend pas de paramètres. Donc ça, c'est un constructeur par défaut parce qu'il ne prend pas de paramètres. J'ai un constructeur qui prend un entier, je ne sais pas pourquoi. Et ainsi de suite. Je suis ici. Comment je fais pour créer un foo f qui prend l'entier? Comme ça. Comment je fais pour faire le foo du constructeur par défaut qui ne prend pas de paramètres? Comme ça? Non. Comme ça. Ça, c'est quoi, ça? Ça s'appelle la déclaration d'une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui retourne un foo. Je viens de déclarer un prototype de fonction. Non, même pas. Même pas. Là, tu es en train de lui dire, c'est comme si tu avais fait ici, là, il existe une fonction qui s'appelle f, qui retourne un foo qui ne prend pas de paramètres. Donc ouais, un constructeur qui ne prend pas de paramètres, il est comme ça, il n'est pas comme ça. Un autre problème, c'est maintenant, le foo, il prendrait un bar. Et là, vous dites, le foo pourrait prendre une classe bar, et soit vous aviez déjà votre bar B ici, et vous faites, merde, comme ça. Putain. Je comprends rien. C'est à cause de la rangée qui est ici, là. De B. Comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux le créer à la volée, le bar? Bah, je ferai comme ça. Je ferai ça. Un bar B qui prend en paramètre ou je ne sais quoi. Bah là, c'est pareil. Même s'il prend un paramètre ici. Là, c'est pareil. J'ai défini une fonction qui prend un bar et qui retourne un foo. C'est absolument débile. Ça vient de l'ambiguïté du langage. Alors pour la blague, le compilateur qui fait le moins de passes, il fait 7 passes sur chaque caractère de votre fichier source. Et c'est le record du moins de passes possible. La grammaire de ce langage, c'est une folie. Vous avez vu les trucs de langage avec les hiérarchies de Chomsky? Lui, c'est une grammaire générale. Il y a des bouts du langage, on ne peut même pas l'exprimer avec une grammaire, elle est expliquée dans des paragraphes en anglais. On ne peut pas le représenter par une grammaire. Donc la grammaire de C++, c'est de la folie. Et ici, c'est un des cas, c'est ce que Scott Meyers appelle le most vexing parse. C'est le parse qui nous fait vraiment chier, en gros. Et il comprend la mauvaise chose. Donc soit on rajoute un deuxième jeu de parenthèses. Putain, c'est pas vrai. Genre on fait un deuxième jeu de parenthèses. C'est quand même un peu dégueulasse. Soit on fait vraiment un bar B. Un bar B ici, on le passe là. Ou bien, en C++ 11, pour répondre à cette problématique, on a ajouté l'uniform initialization qui, on met les constructeurs, les paramètres, on peut les mettre dans des zigouigouis comme ça. Merci. C'est la garantie que ceci, c'est pour un constructeur. Ça répond aussi à une autre problématique. Ça s'appelle l'uniform initialization syntax. Syntaxe d'initialisation uniforme, parce que ça marche tout le temps. Et ça répond à un problème, qu'une fois de plus est lié
au fait que C++ vive dans plusieurs mondes. Qu'est-ce qui se passe si je fais foo f comme ça? Il appelle son constructeur par défaut. Maintenant, je prends un type primitif genre int. Je fais int i comme ça. Est-ce qu'il appelle le constructeur par défaut de int, en supposant qu'il en ait un? Non, il met du garbage. Donc, là, j'ai un comportement défini. Là, mon comportement n'est plus défini. Donc, vous allez me dire, bon, ça va, je suis quand même pas entièrement débile, et je suis capable de reconnaître si je manipule un type primitif ou une classe que j'ai définie moi-même. Ok, maintenant, c'est dans un template. Je peux vous faire l'affront de vous connaître le template. Hein. Si je le fais. Ah! Comportement défini ou pas défini? Bah, on sait pas. Ça va dépendre de l'instanciation du template. Donc ouais, on avait un léger problème avec ça. Donc on a ajouté une nouvelle syntaxe, et ça marche également ici. Comme ça. Et j'ai la garantie, si c'est un fou comme ça, bah, je peux faire ça. Ça s'appelle son constructeur par défaut, c'est la même chose. Ici, là, j'ai la garantie, il va le mettre à 0, en gros. Le constructeur par défaut de l'entier. Donc c'est pour ça qu'on a inventé l'uniformisation de syntaxe. Donc souvenez-vous de ce problème. Essayez toujours, lorsque vous créez des trucs, même là encore, je ne l'ai pas fait, c'est pas bien, de mettre ça entre accolades plutôt qu'entre parenthèses. Et faites très attention à ne pas faire le cas où il risque de croire que c'est une déclaration de fonction. C'est ce qu'on appelle le most vexing parse. L'autre bout dont je parlais, c'était quoi dans les slides, le bout que j'ai zappé, j'ai dit que j'allais faire une démo. Ah, ah oui, bah voilà, les constructeurs explicites. Ça, c'est une belle saloperie, ça. On va commencer par une question. Et ça, je le garde. Ça, c'est une question à poser en soutenance. Hein. Mais je parle de soutenance de why. Hein. Oula. Wouhou. J'ai tout efforcé. C'est quoi la différence? Mais entre ces deux lignes. Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux lignes? Alors déjà, le cubain nous dit, il n'appelle pas la même chose. Si, non, ça, il n'appelle pas l'opérateur égal. Hein. C'est pas un assignment, c'est une initialisation. Il appelle le constructeur. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de différence. Ah oui, oui. Bah, si vous voulez, on va faire un test. Hein. Ah. Saloperie! Merde à la fin. Classe fou. Je suis fatigué. Merci. Ma classe fou, et je rajoute un opérateur égal qui prend un... Donc ça, c'est le copy assignment operator. Hein. Non, je vous assure que ces deux-là appellent immédiatement ce constructeur-là. Ils ne font pas d'autres saloperies. Alors dans ce cas-là, quelle est la différence? C'est vrai, quoi. Regardez, j'ajoute un mot-clé. Bon, il me fait chier sur plein de trucs. Oh, oui. Bon, lui, il va aimer, lui, il va refuser. On s'en fout, ouais. Quelle est la différence? Ça, c'est ce qu'on appelle... c'est une fois de plus, la syntaxe est totalement dégueulasse. Ça s'appelle une direct initialization dans le standard. Et ça s'appelle comment?
une copy initialization. Ça s'appelle copy initialization, mais ça n'appelle pas le constructeur par copie ni le copy assignment opérateur. Pourquoi? Qu'est-ce que fait le mot-clé explicite? Le mot-clé explicite, il dit, si quelque part tu attendais à recevoir une classe foo en paramètres, et que la classe foo peut être construite à partir d'un entier, alors si tu me passes un entier, ben, je vais pouvoir reconstruire le chaînon manquant, construire un foo à partir de l'entier, et passer le foo. Explicite, il interdit ça. Et c'est bien de l'interdire. Parce que en C++, c'est déjà suffisamment le bordel, on n'aime pas avoir des conversions implicites à peu près partout. C'est extrêmement dangereux. Donc ici, comprenez qu'il y a conversion implicite, d'abord d'un 42 en foo, puis ensuite, même si d'un point de vue perf, au final, c'est la même chose, c'est débile, mais ça, c'est interdit. Ce que ça veut dire, c'est que si là, par exemple, j'avais une fonction toto, qui prend en paramètre un foo, et qui fait du caca avec, je peux faire toto de f, je peux faire toto de un foo construit avec 42, en faisant bien attention à ce que ceci ne soit pas vu par most vexing parse comme une déclaration de fonction, mais ça devrait aller. Ou bien, mais je ne peux pas faire 42. Parce que j'ai mis mon destructeur explicite. Si je vire le destructeur explicite, il a le droit de faire cette étape intermédiaire de conversion implicite. Oui, tu as une question. Dépassez le micro. C'est juste une question C++ pour être... Enfin, je veux être sûr que j'ai compris. Tu dis par exemple, dans ton toto, il pourrait prendre en argument un constructeur de foo qui prend en argument 42. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut absolument mettre en const référence le foo pris en argument par toto pour éviter le fait que l'argument que tu donnes à toto là qui sera construit soit... Tu vois, le fait est que... Ah, oui. Effectivement, si tu mets pas de const référence ici... Si je suis ref... Si je suis en copie, ça passe. Ah, ok, c'est en copie, si je ça suis marche. ref là-dessus, il va pas aimer. Par contre, je remets const, il aime. Là, il va aimer. Ok. Par copie, il aurait aimé aussi. Ok, il n'y a pas de problème par la copie. Ok, merci. Donc tout ça pour dire, on en arrive... Si votre constructeur ne prend qu'un seul argument, ou que même parce que ces autres arguments sont optionnels, il a la possibilité de n'avoir qu'un seul argument, ça a l'air d'être nazi là tout de suite, mais je vous assure, vous me remercierez plus tard. Rendez votre constructeur explicite. Évitez les conversions implicites de type. Toutes vos conversions doivent être explicites. C'est 5 caractères qui peuvent vous sauver la vie, ça évite plein de bugs. Typiquement, les fameux problèmes, une string. Ça, c'est une belle saloperie du C++ qui est liée à son héritage du C. On a la superclasse stdstring. Sauf que, de par son héritage C, si quelque part, dans une temporaire, une string literal, comme on dit, j'ai ça, genre, je sais pas, MDR de ça, en supposant qu'MDR soit une fonction, ça, c'est pas une string. C'est un const car étoile. Même pas, c'est un const car crochet, le nombre du truc. Et là, on tourne typiquement sur les problèmes. Si je veux passer directement une string et que je passe ça, j'ai des problèmes. C'est pas une string, c'est un const car étoile, je dois faire des conversions implicites. C'est le genre de problème qu'on a. Donc pour résoudre ce genre de saloperie, prenez le choix de toujours être explicite dans vos conversions et de prendre des constructeurs de rendre vos constructeurs explicites. Il me reste combien de temps? Comme ça, comme je veux. Et la fin, moi j'ai soif, il a soif. Non, sérieusement, il est quelle heure? 45, j'ai commencé à quelle heure? 1h18. Bon, je vous montre des trucs drôles.
Vous allez voir. Je crois que j'ai déjà sorti à des gens. Ça vous fait rire en plus, hein. Ah! Attends, toi. C'est officiellement le pire clavier que j'ai jamais vu de ma vie. Vous comprenez ça déjà? Une fonction avec deux overloads. Enfin non, déjà, j'en ai déjà trop dit, putain, c'est pas drôle. Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'affiche? Qu'est-ce qui m'affiche? Yep. Tu pars forcément du principe que je vais tricher, je vais mentir et qu'il va y avoir un piège. C'est à cause de vous qu'on peut pas faire des QCM. Logiquement, ref, star. Ref. Pourquoi? Déjà, comprenez, je vous rappelle vite fait ce que c'est que spécialisation de template. Lorsqu'on a une classe, je peux la templater. Je peux faire une spécialisation partielle ou totale d'une classe. Je ne peux pas faire de spécialisation partielle d'une fonction. À chaque fois que vous avez un truc comme ça qui ressemble à une spécialisation partielle de fonction, en fait c'est un overload. C'est pas la même fonction qui est spécialisée deux fois, c'est deux overloads de la fonction. Sauf que dans l'ordre de résolution des appels en C++, on fait d'abord nameLookup, ensuite résolution de template, ensuite résolution d'overload. Ce qui fait qu'au moment de la résolution de template, il considère que lui n'est pas valide, et à la phase d'overload, lui a déjà été viré à la phase d'avant. Et donc ça, en fait, il voit ça comme un const int étoile ref. Bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça? C'est pas juste pour la blague que je vous l'ai dit. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de spécialisation partielle de fonction, seulement des overloads. Parfois, ça peut être utile. Je n'ai pas envie de donner des cours de base sur spécialisation, machin, ce serait vous insulter. Vous verrez ça en atelier. Écoutez, je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais juste m'attarder. Est-ce que tu peux m'amener sur un navigateur? Je vais vous montrer un site absolument génial. Non, parce que sinon, je vais sur Links, hein, ça sera plus rapide. Ouais, pas beaucoup de questions. Ouais, je m'attendais à ce qu'il y avait plus de... Non, je savais qu'il allait y avoir personne. Ouais. Puis surtout, enfin, de toute façon, vous avez fini la période C++, hein, donc... Ah, j'ai un navigateur? Alors, je vais vous montrer le meilleur site de tous les temps. Je vais vous montrer mes burnes. C'est mon site à moi, c'est mes burnes.
J'ai mis quelques liens assez intéressants. Tiens, je peux avoir une souris? Tu peux la brancher? Ouais. Ouais, mais non. Alors, quelques... C'est sensible. Yes. Alors, ici sont des ressources que je vous recommande, parce que je pars du principe que si vous êtes ici, alors que vous avez fini votre période C++, vous allez faire du Java, c'est que ça vous intéresse de vous intéresser plus en détail au C++, que la conférence que je vous ai faite était quand même... On a été un peu léger sur beaucoup de points, on n'a pas vu des trucs un peu kikou, vous voulez vraiment devenir un kakou du C++. Donc je vais vous donner les moyens de devenir ça, en vous prévenant que c'est un peu passer de l'autre côté du miroir, vous allez devenir quelqu'un de cynique, désabusé, violent, et alcoolique et dépressif. Voilà. Je ne sais plus qui c'est qui dit ça, il disait savoir faire du C++ et aimer le C++, c'est deux concepts mutuellement exclusifs. Si tu sais faire le C++, tu n'aimes pas. Quelqu'un qui dit qu'il aime le C++, il ne sait pas en faire. Donc, déjà, ce bouquin-là, Effectif C++, vous verrez qu'il y a, tiens, hop là. Voilà, premier item. Ce bouquin, c'est une Bible. Je déconne pas, c'est une Bible. Les Gurus of the Week de Herb Sutter. Alors, Herb Sutter, c'est le président du comité de standardisation. C'est un grand monsieur. Et il a fait un truc qui s'appelle les Gurus of the Week, qui sont des séries d'articles. Plein d'articles. Il en faisait un par semaine, en posant des questions et en donnant des règles. C'est super intéressant. Mais surtout, il a également fait... voilà. Vous le retrouvez de votre manière. Ce talk-là, où il vous fait les benchmarks sur les vecteurs et les trucs dont je vous ai parlé. Ça, je veux que vous le regardiez. C'est extrêmement important, ça dure 1 heure, donc je ne vais pas vous le mettre là. Mais regardez-le. Ça, c'est mes vidéos préférées. Ce mec-là, c'est le mainteneur de la STL chez Microsoft. Et il s'appelle STL, Stéphane Telavavej. Donc STL maintient la STL. C'est un grand fan de Deus Ex et de Harry Potter. Bref. Il a fait 3 séries de vidéos, outre ses apparences à toutes les conférences. La première, c'est The Standard Template Library, où il vous présente sur 10 vidéos d'1 heure chacune, plein de bouts dans la STL qui sont cool, qui sont sympas et comment on s'en sert. Ensuite, il a une deuxième série de vidéos qui s'appelle Advanced STL, où il dit, voilà, c'est comme ça qu'on l'implémente nous chez Microsoft. Et la troisième, c'est Core C++, où il ouvre des bouts du standard et vous l'explique. Il fait partie de ces rares 10 personnes dans le monde qui connaissent le standard par cœur. Donc lecture, passage recommandé, voire même obligatoire si vous voulez vous spécialiser en C++. Ça, ce bouquin, c'est pour la blague. Modern C++ Design, mais il date de 2001. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est Alexandrescu? Ouais. Bon, il bosse à Facebook maintenant. Je sais plus si c'était parti. C'est un des mecs derrière D. En fait, lui tout seul, il représente 50% de la user base de D. Ça va, c'est vrai. Et il a fait ce bouquin. Il s'appelle Modern C++ Design, mais en fait, il faudrait l'appeler Branlette avec des templates. Que j'ai envie de vous montrer, parce que là encore c'est simple. Mapping, ça encore c'est simple, type mapping. Alors là, déjà, il commence à faire des type lists, il commence à faire des listes de types. Ensuite, pour calculer la taille, la compile type d'une liste de types, replacer des éléments, de l'allocation d'objets, et ça mène à des trucs du genre... ça va encore, ça c'est simple. Oh non. Ah, salut toi. Plein de trucs super marrants. C'est un bouquin, c'est pas possible de le lire d'une seule traite. Vous passez 2 heures sur chaque
sur chaque page, mais c'est extrêmement intéressant. C'est pas le seul à savoir faire ça. Le SL dont je vous ai parlé dans je sais pas quelle vidéo, il vous montre un tri par insertion à la compile. J'aurais fait une liste en template, une liste d'entiers, et ils la sortent à la compile. C'est un peu n'importe quoi. Et pour C++11, Going Native, qu'est-ce que c'est? C'est une série de conférences. Il y a eu également la 2012, ma souris est là, avec le renouveau de C++. Renouveau, enfin du moins ce que Microsoft essaye de faire. Microsoft essaye de relancer C++. Et donc ils font plein de com, ils ont plein de gens, ils ont recruté Herbsutter, ils ont STL, ils sont à moitié avec Scott Meyers, et ils font des séries de conférences où il y a plein de gens. Il y a eu la 2012, la 2013. De la 2013, on a des... Donc ça c'est les gens qu'on a. Herbsutter, encore c'est pas la tête la plus belle qu'il a, attendez. Genre je vais vous montrer sa tête parce que... Voilà, c'est cette photo-là. Moi, je trouve qu'il est magnifique. Je trouve qu'il est trop mignon. Bref, excusez-moi. Bien sûr, Strup, tout le monde sait qui c'est? Juste le créateur du langage. Herbsutter, Alexandrescu, Scott Meyers, Chandler Carus, Michael Wong, je sais pas, c'est un chinois quelconque. STL. Et puis Sean Parent qui bosse chez Adobe et qui fait un talk phénoménal que je veux vous montrer. Il l'a fait à la toute fin. Non, mais je ne vais pas la montrer. Mais Inheritance is the base class of evil. Et où il parle, je vous avais dit, de cacher l'héritage avec du type erasure, des trucs comme ça. Matez cette conférence. Une fois de plus, je suis désolé, mais j'ai plein d'idées de sujets à traiter, mais chacun, ça me prendrait plusieurs heures. Je peux pas, donc je me contente de dire à chaque fois, allez voir ça, allez voir ça, allez voir ça. Mais vraiment, si vous voulez voir à quoi ça ressemble du vrai design qui a des couilles, matez ça. Et pour la blague, ils ont annoncé la semaine dernière la CPPCon, qui est la convention C++. J'adorerais y aller, ça se dure en septembre. Et les places sont à seulement 1 000 $. Voilà. Donc, je vous encourage tous à me donner de l'argent pour que je puisse aller. Ouais, ça a l'air yaka mes couilles. Bref, mais... en tout cas, quand ça viendra, si vous ne pouvez pas accéder au truc, regardez les VOD, parce qu'il y aura ça. Tout ça pour dire, il y a beaucoup de ressources. Essayez dans un premier temps de vous attarder sur ces ressources, faites très attention. Je vois encore des gens qui vont sur cplus.com pour voir leur ref. Ça. Ce site-là, il n'existe pas, il n'a jamais existé. Il est haï par la communauté. Il dit des trucs faux, fouillis, parfois qui n'ont rien à voir. Et en plus, ils ont piqué cplus.com comme nom de domaine. Ils refusent de le changer. Ce site, il est dégueulasse. N'y allez jamais. Vous apprenez que des choses fausses dessus. Allez sur cppreference.com. Les gens me connaissent, hein, ils savent. Je radote toujours la même chose. Ah ouais? Ah, c'est pire. C'est génial. Ce site-là, il est génial. Et puis surtout, vous avez entendu parler de... Ça, c'est quelque chose encore de très récent. De la C++ FacLight. C'était une vieille fac très très connue. Il me semble qu'encore sur la norme EPITA, on la recommande, mais on va le mettre à jour. Parce que depuis 2 semaines de mémoire, le site officiel isocpp.org a release leur fac. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Fac, ici. Cette fac-là, ils ont repris 100% de la fac qui existait, ils l'ont mise à jour pour C++ 11, 14 et tout ça. Donc si vous avez des questions, n'importe quoi, lecture obligatoire une fois de plus si vous voulez vous intéresser. Et on va mettre à jour la norme pour l'année suivante pour que ce soit ça. Enfin, je le dis là, mais je botte le cul jusqu'à ce qu'on le fasse en vrai. Et si vous voulez vous marrer, c'est plus vraiment d'actualité, mais lisez la FQA. Le Frequently Question Answers, qui était une parodie de la FAQ,
qui descendait le C++ en disant tout ce qui allait mal dans ce langage. C'est quand même assez intéressant, ne serait-ce que pour une perspective historique, sur les problèmes qu'avait le C++ avant. Elle n'est plus d'actualité. Hein. Je pense que j'ai fait un petit aperçu des différentes ressources. Retenez celle-là, retenez mes burnes. Et puis, je ne vais pas vous faire l'affront de vous garder plus longtemps sans vous noyer dans les trucs bizarres. Est-ce qu'on a quelques questions avant de... Surtout n'importe quoi, sens de la vie, l'univers. Crève. Bon. Juste comme ça, juste avant. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient, qui ont le désir de se spécialiser en C++ et de s'intéresser là-dedans Ah. C'est bien. Par contre, tu t'aventures sur un chemin douloureux. Je te préviens juste. Hein. Alors juste pour la petite histoire, je ne sais pas si je te l'avais dit, j'avais croisé le développeur de Go, Brad Fitzpatrick. Ouais, le mec de chez Google. Et je lui avais dit, ouais, pourquoi faire du Go plutôt que C++ ou n'importe quoi. Il m'avait dit, les mecs qui font du Go, c'est les mecs qui font du C++, ils souffrent du syndrome de Stockholm. C'est exactement ça. Tu souffres pendant 3 ans sur un langage qui a qui marche sur la tête, et au bout de 3 ans, tu finis par y trouver une sorte de beauté et d'élégance. Donc c'est à peu près ça le C++. Donc je te préviens, t'en as encore pour 2 ans à souffrir, avant de finir par le trouver beau. Bah voilà, je vous remercie.